Mais je pense que pour moi, moi donc je suis magistrat, je suis juge professionnel, et le regard de Noël sur la justice est irremplaçable parce que c'est pas un regard institutionnel, c'est pas un regard non plus critique, c'est pas des caricatures que tu fais. Non, c'est un regard unique parce que c'est un regard qui prend à hauteur d'humanité les gens, qu'il s'agisse de la prison, qu'il s'agisse de l'hôpital, qu'il s'agisse de la justice, des procès et même du Vatican. À chaque fois, c'est un regard à hauteur d'homme. Et donc, sur ce procès, c'était particulièrement important. Malheureusement, je n'ai pas pu y assister autant que j'aurais voulu parce que je m'occupe d'autres victimes. Mais je pense que ce procès est en soi, pour la justice et pour nous tous, c'est un véritable événement. C'est une très belle introduction, donc je suis le seul à ne pas être ni natif ni habitant de Sceaux. Je vous remercie d'autant plus de votre accueil. Donc moi, vous l'aurez compris, je fais partie de ces très nombreuses victimes des attentats du 13 novembre et je me raccroche à ce projet grâce à un cas. Antoine m'appelle pendant le procès et me dit « J'ai ma copine Noël avec qui je travaille depuis, je crois que j'ai le droit de dire, des dizaines d'années, qui fait un travail fabuleux sur les aquarelles, mais qui aurait besoin que des gens écrivent des textes sur le sujet. » Pour tout vous dire, moi j'étais un peu embêté parce que j'avais un autre projet de livre qui était quelque chose de très à chaud. Et Antoine, évidemment, arrive à me vendre cette idée de dire, en fait, il y a une réflexion à mener sur ce procès, pas juste quelque chose à chaud. Parce que, évidemment, c'est un moment de justice, c'est un moment que tous les Français ont pu regarder, c'est un moment très intime pour moi. J'ai attendu ce procès-là pendant 7 ans, et je l'ai abordé en sachant pas quelle réponse je voulais y trouver. Avant même de savoir celle que j'aurais peut-être la chance d'y trouver, j'étais pas sûr de pouvoir y trouver autre chose que juste de me dire c'est fait. Et en fait, ce procès, comme l'a dit Noël, a été un moment assez fabuleux, un moment de rencontre, un moment aussi pour se confronter à des choses que j'essayais d'enfuir et que je pense que beaucoup des parties civiles essayaient d'enfuir. Et ça a aussi été un moment très cathartique, finalement. Et on pourra en parler, je ne suis pas sûr que la justice arrive toujours aussi bien à la catharsis. Là, ça a été le cas. Et pour moi, cette rencontre avec ces deux formidables individus a été l'occasion en fait de réfléchir à ce qui m'était arrivé et de réfléchir à pourquoi est-ce que la justice telle qu'on la pense en France et telle qu'on a réussi à la faire pendant ces 10 mois a été une réussite. Voilà, ça c'est l'introduction. Avec Antoine, on s'est proposé de commenter un certain nombre des aquarelles pour un peu vous raconter ce qu'était le procès. Si tu me permets de démarrer, oui, tout à fait, vas-y. Encore une fois, attentat 13 novembre 2015. Évidemment, vous n'êtes pas préparé à être victime, c'est pas possible. Et donc, vous tombez dans un inconnu, vous tombez dans quelque chose à laquelle personne n'a vraiment été préparé. Déjà, être victime, c'est une rupture avec soi-même, c'est une rupture avec les autres. Être victime du 13 novembre, qui est en plus cette catastrophe française qui a beaucoup marqué les gens, c'est être marqué un peu du sceau de l'histoire. Et on sent bien confusément, au bout d'un certain temps, qu'il va falloir un événement pour en chasser un autre. Et que, après l'événement de l'attentat, ce qui arrivera possiblement de mieux, c'est un procès. Avec au début des attentes très limitées, parce qu'en général, les procès de terrorisme, il n'y a pas de terroristes en réalité. Il n'y a que des seconds couteaux, c'est ce que malheureusement viennent de vivre les victimes de Nice avec un procès assez compliqué. Or, dans notre cas, et on le savait, il y avait plusieurs accusés de très haut niveau, dont notamment Salah Abdeslam, qui donc devait faire partie des commandos et a renoncé à un moment pas extrêmement précis, mais a quand même enfilé une veste explosive ce soir-là. Et donc le premier jour, pour moi, le premier choc, le vrai choc, il est double. C'est de me dire, ce procès que j'attends, il existe. Et donc, il y a quelque chose, vous pouvez toucher la salle, vous pouvez rentrer dedans, il y a bien des magistrats. Et l'autre chose, c'est qu'il y a Salah Abdeslam dans le box, et qu'il est là le premier jour, et que déjà, sa présence n'était pas du tout non plus une évidence. Il a le droit de ne pas assister à son procès. C'est ce qui arrive souvent. Et il vient le premier jour et il parle. Il parle avec une colère qu'on sent être celle d'un homme qui a vécu à l'isolement pendant des années et qui se retrouve dans cette salle où il y a 550 personnes et qui est pleine en ce premier jour. Et donc on se prend de sa part une colère... exactement, pas froide du tout. Une colère vraiment non maîtrisée. Et on voit tout de suite que le président, en revanche, lui est capable de répondre à ça. La première saillie du procès, c'est Salah Abdeslam qui dit « Moi, je me considère comme un combattant de l'État islamique, c'est ma profession. » Et le président qui, du tac au tac, lui dit « Moi, j'avais intérimaire sur ma fiche. » Et voilà. Et il y a eu des rires dans la salle. Et en fait, ça a été le vrai début du procès. Celui où
et c'est là qu'Antoine va pouvoir élaborer, c'est une rencontre, un procès. C'est des gens dans une salle qui sont censés se parler soit directement, soit en étant remplacés, substitués par avocats, magistrats et ainsi de suite. Oui, c'est une rencontre, mais c'est encore plus important pour des gens qui veulent faire rupture, comme les djihadistes qui commencent. Et donc ce procès, c'est un procès, la rencontre va se faire à plusieurs niveaux. Et elle se fait, c'est une grande première en France, où il y a une web radio qui rediffuse les débats avec un petit décalage, je crois. Et puis, elle est filmée. Elle est filmée, et donc c'est une rencontre où les architectes professionnels, l'architecte, je crois que c'est une femme, qui a construit cette salle, elle l'a construit pour que tout le monde puisse être ensemble. Tout le monde, c'est un procès hors norme, il y a énormément de parties civiles, il y a pas mal d'accusés, il y a besoin d'avoir des interprètes, les parties civiles, donc, et c'est ce qui me frappe en tant que juge, et ce qui est tout à fait extraordinaire, mais ça devrait toujours se passer comme ça, c'est que ça a été une œuvre collective. Tout à fait. Juste ce que vous voyez sur l'image précédente, c'est ce côté technologique qui a permis au procès d'exister aussi pendant 10 mois. Il était hors de question pour quelqu'un comme moi, par exemple, d'arrêter de travailler. C'est assez dur de maintenir sa vie après un attentat. Et la justice a mis à notre disposition des moyens comme une web radio, des salles de profession. Donc on est dans un procès très numérique. Et ça a été mis au service de la justice. Ça n'a pas remplacé le dialogue, ce qui était important. Si on voit ici, vous voyez 3 des lieux qui ont été touchés. C'est important. L'idée qu'on avait en venant à ce procès, c'était quand même qu'on allait pouvoir nourrir, nous victimes, de nos histoires individuelles, la grande histoire collective, et participer à l'œuvre de justice. Or, tous les travaux sur la mémoire collective tendent à montrer qu'il y a toujours quelque chose qui écrase tout le reste. Typiquement, le 13 novembre, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est pas une critique, c'est le Bataclan. Alors que le 13 novembre, c'est le Bataclan, c'est les terrasses, c'est le Stade de France. Et ce que montre cette image, c'est qu'on a su, en fait, s'attacher à chacun des lieux, s'attacher aux spécificités de chacun des lieux, permettre à toutes les victimes de venir exprimer une douleur qui peut être assez différente. Je ne vais pas rentrer dans les choses scabreuses, mais dans 2 des bars qui ont été visés, il y avait des anniversaires. Et donc il y a littéralement des tablés d'anniversaire qui ont été dessinés. Il y a des gens qui sont sortis de là en ayant perdu 10 de leurs amis les plus proches. Ça, c'est une douleur qu'on a assez peu entendue avant le procès. De la même manière que même moi, donc, qui suis aussi président d'une association de victimes du 13 novembre, j'ai découvert qu'il y avait des vendeurs d'écharpes serbes du Stade de France qui n'avaient jamais parlé nulle part, qui n'avaient été pris en charge par personne et qui ont ce discours vraiment horrible en arrivant à la barre et qui disent nous en fait on a l'habitude de se faire taper dessus tout le temps et donc en fait être oublié, c'est toujours notre cas. Merci à la justice de nous donner une voix. Et c'est ce que montre bien cette image, c'est qu'on a su réussir à ancrer, je pense, dans la mémoire collective le fait que le 13 novembre, c'était plusieurs lieux et c'était beaucoup de destins et pas du tout ce côté génération Bataclan qui a été un peu simplifié par la suite. On a besoin de simplification, mais on a su le dépasser. C'est aussi ça la force de la justice. C'est pas évident dans un procès de masse comme celui-là. C'est plusieurs lieux et c'est une même cible. Cette cible, c'est la civilité, c'est du plaisir ensemble. Plaisir ensemble comprend à regarder un match de foot, plaisir à célébrer un anniversaire entre copains, prendre un pot, c'est la vie parisienne, c'est Paris, c'est la France, et puis bien sûr assister à un concert. Et je crois que pour comprendre bien ce procès, il faut comprendre qu'il se jouait derrière un attentat terroriste, donc un massacre où on veut massacrer précisément cette capacité à vivre ensemble. Et ce que m'avait dit Antoine qui m'avait frappé, le 11 septembre, c'est le commerce qui est visé, le négocium. Le 13 novembre, c'est l'otium, c'est vraiment le loisir, c'est ce qui nous rejoint entre nous. Et c'est aussi important pour ça que le procès soit grand, que la salle soit grande, qu'on puisse se retrouver ensemble. Si on passe à l'image suivante, c'est pas tant ce qu'elle représente qui est important, que là, Noël a en fait l'angle de vue qu'avaient les accusés. Là, elle regarde comme regardent les accusés. Les 3 avocats généraux qui vont porter l'accusation et les gens qui vont succéder à la barre pendant 10 mois pour expliquer, raconter et répondre à des questions. Le procès d'assises en France, c'est vraiment une cérémonie de parole. Ce qui est important, c'est l'oral. Je crois qu'il y avait 1 million de pages dans le dossier, mais en fait, on l'oublie quand on arrive au procès. On ne doit juger que sur ce qui est raconté. Et donc, les accusés, c'est ça qu'ils voyaient. Et de manière très étrange, ils ont accepté la justice française.
aucun d'entre eux n'a dit je ne veux être jugé que par Allah, aucun d'entre eux n'a dit je ne reconnais pas mes juges, aucun d'entre eux n'a fait ça. Même il y a un des accusés qui s'est tué une bonne partie du procès, mais jamais il a remis en cause le fait que la manière dont on faisait les choses était un processus démocratique qui leur laissait une chance. Et là, j'ai dessiné les dessinateurs pour montrer à quel point le dessinateur d'audience est nécessaire, obligatoire, c'est le porteur de la parole de ce qui se passe pendant les audiences. C'est indispensable et je suis heureuse de les avoir montrés au boulot. Donc, si on regarde après, il y a la Cour, évidemment. Ce qui est une spécificité française, c'est qu'on a jugé, on a décidé qu'il fallait que les procès de terrorisme, comme certains procès de grand banditisme, soient jugés par des magistrats professionnels. Il n'y a pas de jury populaire. C'est une distinction très importante. En ce moment, il y a le procès en Belgique, qui est un peu l'équivalent de ce procès-là, même durée, mêmes accusés, même type d'attentat. Et là, c'est un jury populaire. Ça pose tout un tas de questions complexes. Ça pose des questions pratiques, des questions de sécurité, des questions de compréhension du droit par des jurys populaires. La matière antiterroriste est très compliquée. Mais ça pose aussi la question de savoir si, à mon sens, on peut juger sans faire de politique quand on est un citoyen lambda, alors que quand on est un professionnel, on est attaché au droit. Et en fait, les procès terroristes ont cette spécificité que tout le monde est touché. Et donc, si vous prenez un citoyen, il a déjà un avis sur le 13 novembre, il a déjà entendu plein de choses sur le 13 novembre, il a entendu les responsables politiques parler du 13 novembre. Et donc, avoir ces magistrats qui viennent parler, qui viennent juger, ça a été, je pense, une des clés de la réussite du procès, dans le sens où ça l'a étanchéifié des polémiques dont on avait très peur au début, parce que je vous rappelle que le procès, à cause du décalage par le Covid, a eu lieu pendant une campagne présidentielle. Et donc ça aurait facilement pu devenir un enjeu, et ça n'en a pas été un. C'est notamment grâce à leur présence et au fait qu'ils ont réussi à vraiment à éviter tout dérapage du débat. Oui, et puis il y a quelque chose qui a été tout à fait exceptionnel, on le voit dans les autres... on pourra revenir, c'est que les hommes politiques sont venus témoigner, les policiers sont venus témoigner, ça c'est habituel, mais les hommes politiques comme Bernard Cazeneuve, comme le procureur, c'est-à-dire que le procès c'est véritablement une explication collective où tout le monde est au même niveau, au propre comme au figuré. Ça a d'ailleurs été un grand choc pour les politiques, je pense, de venir. Ils n'ont pas l'habitude de l'exercice. Moi, notamment, j'avais fait citer François Hollande. Il n'a pas l'habitude de se faire houspiller par des avocats de la défense qui n'ont aucun filtre. Et ça donne lieu à un exercice très complexe. Mais étant donné que le terrorisme figure dans le code pénal à atteinte à la sûreté de l'État, c'est quelque part normal que des hommes politiques de premier plan viennent. Dans le cas de François Hollande et de Bernard Cazeneuve, c'est eux qui ont coordonné la réponse. Et François Hollande était, c'est rarissime, ça doit être la première fois dans l'histoire moderne, il était sur le lieu d'un des attentats. Il était au Stade de France ce soir-là. Et donc, sa présence avait une double vocation, en fait. Il était là pour répondre à des questions d'hommes d'État, mais aussi à des questions pratiques. Et typiquement, au procès, on a appris deux choses qui étaient assez importantes pour les victimes. La première, c'est que sa présence au Stade de France ne figurait pas à son agenda. Donc, on a compris que le Stade de France n'était pas visé parce que François Hollande. Il nous a dit, j'ai une réunion qui a fini plus tôt, il y avait le ministre des Affaires étrangères allemand qui est un copain, j'ai décidé de venir. Ça, c'est la première chose. Et de manière pratique, vu qu'on parlait malheureusement de l'attentat de Charlie Hebdo, quand il y a eu l'assaut de l'hypercachère, c'est François Hollande qui a donné l'ordre de donner l'assaut à l'hypercachère, avec une chaîne de commandement qui est, je le dis à mon ministre de l'Intérieur, qui le dit au préfet, qui descend, et ainsi de suite. Là, François Hollande est venu nous raconter à la barque, en fait, comprenant qu'il y avait une prise d'otage et voulant faire mieux et plus vite qu'en janvier, il avait donné son blanc-seing. Il avait dit, quand il faudra donner l'assaut, donnez-le, vous avez mon accord. Voilà, c'est des petites choses. Et les hommes politiques viennent aussi éclairer un peu un pan d'histoire. Et on en revient toujours à cet éclairage entre un événement, des histoires individuelles, mais aussi l'histoire française quelque part. Moi, je voudrais ajouter quelque chose. J'ai été très touchée par cet homme qui est assis, voilà, et qui est arrivé. Il a commencé à parler debout. Ensuite, il a été assis. Il était, comment te dire, marqué par ce qu'il racontait. C'était extrêmement émouvant de l'entendre, de voir à quel point il était touché par ce qu'il racontait. C'est aussi une particularité de ce procès, c'est que tout le monde était touché. Voilà. Tout le monde était touché. Une petite fille qui, elle, lit. Et ce que je voulais... Et travaille ici, absolument. Ce que je voulais dire, c'est pour moi, c'est inouï de me retrouver à côté d'Antoine Garapon. Je le connais depuis 1992, puisque je l'ai rencontré quand j'ai fait mon premier livre, Les
Carnet du Palais, que certains connaissent peut-être, mon premier plongeon dans la justice. À l'époque, Pierre Truche, qui avait été le procureur du procès Barbier, que j'avais rencontré au procès Barbier, m'avait dit il y a une personne qui peut vous accompagner, c'est Antoine Garapon. Il avait eu raison. Donc je me retrouve face à Antoine et à Arthur, qui a bien voulu se grouper et compléter ce que je pouvais dire. Tous les deux disent des choses que je ne pourrais pas même pas imaginer, donc vous avez la chance d'entendre 3 voix. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce dessin-là, c'est le palais de justice, la salle des pas perdus en 92. Ma première intrusion dans la justice et dans le palais de justice de Paris, que j'adore. C'est là que j'ai rencontré Antoine, et il se trouve que au mois de juin 2021, je retrouve la salle des pas perdus complètement transformée pour le procès qui allait venir. Et là, j'ai le choc du choc et je me dis, ma vieille, quoi qu'il arrive, tu en sauras. Comment faire pour y aller? J'y suis arrivée et je me suis retrouvée là pendant 10 mois dans ce procès exceptionnel que j'ai adoré en me disant, je termine mon aventure là où je l'ai commencé. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement important. Et dernière chose, pouvoir partager ces 10 mois avec la cour, avec les avocats, avec les dessinateurs que j'ai adorés, avec les accusés, puisque ça a été extrêmement important pour moi, et avec les victimes, c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Et quand on se téléphone les uns les autres, on a l'impression de replonger dans une aventure totalement hors norme et qui ne nous quittera jamais. Et c'est une chance inouïe d'avoir vécu ça. Donc je l'ai vécu et je le retranscris dans mon livre. Vous avez la chance ce soir d'avoir 2 personnes formidables qui vont vous apporter d'autres échos. Je leur laisse la parole. N'hésitez pas à les écouter et à poser des questions. À vous. Non, merci. Alors, oui, nous 2 C1 quand même, parce qu'on s'est rencontrés à Paris, mais ensuite on s'est beaucoup vus, étant C1 et partageant beaucoup de choses, à commencer ce que c'est la perte. Les victimes qui viennent témoigner de l'incompréhension finalement, de la douleur qui persiste, avec des ressentis très différents. On a eu une chance, c'est qu'il y avait des gens comme Noël pour le graver un peu pour l'histoire. Il y avait aussi beaucoup de journalistes, une grande couverture, et ça nous a permis, nous, de nous sentir entourés. Ça a très bien fonctionné. Et de manière assez étrange, ça a aussi créé une communion au procès, parce que les magistrats ont su nous écouter, ça aussi, c'est une grande qualité. Et les accusés, voilà. Il faut leur rendre ce qu'ils ont fait. Je ne peux pas leur rendre hommage, mais en tout cas, dire qu'ils ont eu une attitude à ce moment-là qui était extrêmement bonne, c'est-à-dire qu'ils sont venus tous les jours, ils se sont tus, ils ont écouté, et à certains moments, ils ont répondu à des questions que leur avaient formulées des parties civiles. C'était aussi important, et ça a donné la tonalité du procès. 5 semaines, c'est énorme, mais pendant 10 mois, 5 semaines, en fait, c'est assez petit. Et les accusés sont beaucoup revenus sur ces 5 semaines après, disant bah, moi en fait je vais répondre à ces questions parce que j'ai vu une maman endeuillée qui était égyptienne, qui me rappelle ma maman, à moi qui suis tunisien, donc en fait je vais lui répondre et je vais m'expliquer. Et ça c'était très important pour les parties civiles de se sentir utile, parce qu'en matière de terrorisme, la victime n'est pas le moteur de l'action publique. Dès qu'il y a l'attentat, le parquet s'en saisit, la justice, qu'il y ait une victime ou pas, qu'il y ait une victime qui vienne témoigner ou pas, à la rigueur, la vision archaïque de la justice c'était ça ne change rien. Et ces 5 semaines de témoignage ont montré qu'en fait, notre parole pouvait libérer une autre parole, qui se libère très très rarement, c'est celle des djihadistes. Et le temps long a permis autre chose, c'est qu'évidemment les terroristes sont détenus dans des conditions extrêmement dures, qui sont parfaitement, à mon sens, justifiées en termes de sécurité et ainsi de suite, et qui font que quand ils se retrouvent en public à devoir répondre à des questions, ils sont un peu sortis de la société. Au bout de plusieurs semaines à venir tous les jours, à parler à leurs avocats, à faire des signes de tête aux gendarmes et ainsi de suite. Et on faisait coucou. Exactement, et ben en fait ça les a aussi libérés. Donc ces 5 semaines-là ont aussi eu ce mérite. Les accusés ont vu des gens se mettre à nu devant eux, et ça leur a montré qu'il n'y avait finalement aucune indécence à le faire. Oui, et puis la différence, c'est qu'un procès qui dure 3 jours, pendant 3 jours, même une semaine, on peut tenir un rôle. On peut jouer son rôle, le rôle de l'armée, le djihad, l'armée islamique, etc. En 9 mois, c'est pas possible. Exactement.
C'est très intéressant. Donc, il y avait 20 accusés. Sur les 20 accusés, il y en a 6 qui étaient présumés morts. Alors, quand on dit présumés morts, c'est qu'en fait, on sait très bien qu'ils sont morts. C'est juste qu'on n'a jamais récupéré les dépouilles sur les zones de guerre, mais les services d'enseignement sont vraiment certains qu'ils sont morts. Il y avait 11 accusés dans le box. Et donc, il y en avait 3 qui comparaissaient libres. Qui comparaissaient libres parce qu'en fait, ils étaient assez loin de l'action. Typiquement, il y en a un qui a rencontré un des accusés le lendemain dans un bar et dont on pensait qu'il ne savait pas vraiment que l'accusé à ce moment-là était un des terroristes et qui ensuite juste l'a pas dénoncé. C'est pas rien, mais ça lui a valu 3 ans de détention préventive et ensuite il est sorti et arrivé au procès, il était libre. Donc ils étaient 3 comme ça. Et donc libre, ça veut vraiment dire libre. Ça veut dire qu'ils passaient les contrôles de sécurité avec libre. Ça veut dire qu'aux suspensions de séance, ils allaient boire leur café. Et au début, évidemment, ils se tenaient le plus loin possible derrière leurs avocats, très loin de toutes les parties civiles. Mais en 10 mois, forcément, les relations se sont nouées avec certaines des parties civiles. Et donc, ces 3 accusés ont quand même fini par aller visiter le Bataclan avec des parties civiles avec qui ils s'étaient rapprochés. Et ça a été un grand moment de tension dans la salle. À la lecture du verdict, je ne sais pas combien d'entre vous ont déjà eu affaire à la lecture d'un verdict d'assises, c'est assez technique, finalement. Et donc, le président lit et annonce des peines, mais avec une précision qui est, pour le néophyte, un peu trop grande. Et donc, il y a une grande tension de savoir si ces 3 hommes, en fait, allaient repartir en prison alors qu'ils étaient libres depuis 4 ans ou pas. La réponse a finalement été non. Et donc, eux ont pu témoigner, ont pu suivre leur procès en étant assis sur un strapontin juste devant le box des accusés et en venant se mêler aux parties civiles. Symboliquement, c'était assez fort de se dire que ben voilà, même quand on est condamné ou même quand on va l'être, quand on a fait de la détention préventive, il y a toujours un chemin qui vous ramène à la société et il y a un continuum finalement entre les hommes. Et ça a été très important, ça a été un des grands moments. Et pour vous dire, à la fin, ils sont condamnés, ils prennent de la prison, mais pas de la prison, des peines qui leur permettent, qui ont été couvertes en fait par leur détention provisoire, donc ils ressortent de là libres, en se faisant expulser de France. Et le second que vous voyez là, je suis allée le trouver, parce qu'à force de se dire bonjour tous les matins, je ne dis pas qu'on se connaissait, mais on s'était vu, et je lui ai dit, je ne me souviens pas de la phrase que vous avez donnée, est-ce que vous voulez bien me la redonner? Et cette phrase, il me l'a redonnée avec un grand sourire, et je me suis dit, c'est inouï, parce que du coup, cet homme comprend qu'on respecte qui il est, on prend des notes, et il y a eu un espèce d'échange quand même assez rare au niveau des accusés et de ceux qui dessinent. Alors évidemment, ils jouent un peu leur peau hein, quand ils viennent parler. Toujours est-il que tous les 3 ont dit que cette expérience les avait changés, évidemment, d'avoir vu cette justice pendant 10 mois, d'avoir vu toute la douleur des victimes, les avait transformés. Voilà, chacun y verra ce qu'il veut, mais le but quand même aussi de la justice et des peines de prison, quand ce n'est pas la perpétuité incompressible, c'est de se dire que les condamnés pourront un jour revenir dans la société. Ça, c'est important. Et eux en sont peut-être un exemple un peu plus rapide que les autres. Alors, espérons. Une avocate qui raconte que son client bégayait, qu'il était incapable de terminer une phrase au début du procès, pas uniquement pour l'émotion, il avait un véritable problème d'élocution. Ouais. Et à la fin, il était capable de parler, il ne bégayait plus. Juste pour dire, le psychiatre qui l'a ausculté pendant le procès, on a dit qu'il y avait une forme d'oscillation. Qu'il ne pouvait pas partir du djihadisme sans risquer un effondrement mental complet, que pour autant, il n'avait peut-être pas complètement, probablement pas encore complètement renoncé à être un petit gars de Molenbeek. Et donc ces larmes-là aussi, c'est sûrement un signe de ce chemin de crête, de cette impossibilité d'être les 2 choses qu'il pourrait être, sachant qu'en plus, il a choisi une boîte qui le coince dans l'un des 2 et en prison pour longtemps. Donc c'était un moment fort comme il y en a eu. Quelques mots quand même, on a beaucoup parlé victimes, on a parlé magistrats, il y a aussi des avocats de la défense. Très important qu'il y ait des avocats de la défense. Les avocats de la défense, ils font 2 choses. Ils défendent évidemment les accusés, mais ils défendent aussi une conception de la justice. Ils s'assurent que dans un État démocratique, tout le monde est défendu, que tout le monde a le droit à un procès digne, à un procès égal. Donc là, vous en avez 4. Vous avez les 2 avocats de Mohamed Abri qui sont ici, qui étaient le beg dont tu parles. Et vous en avez 2 autres là. C'est dur d'être avocat de la défense. Comme vous le voyez sur ces dessins, ils ont en fait le même âge que les victimes. On était tous plus ou moins de la même génération. Et eux aussi, évidemment, sont pour la plupart, il y avait des Belges, mais pour la plupart parisiens. Et donc, eux, le jour du 13 novembre, ils ont été choqués par ce qui s'est passé.
Ce qui n'enlève pas le fait que ça fait partie du sacerdoce d'être avocat, d'aller défendre des gens comme ça. C'est aussi une belle leçon sur la force de ce qu'on doit être quand on veut se prétendre une société juste. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent se dévouer pour faire ça, qu'il faut les respecter et qu'il faut savoir les entendre. Les accusés ont vraiment une très bonne défense. D'ailleurs, il n'y a pas eu d'appel, c'était sûrement le signe qu'ils ne voyaient pas vraiment d'autres axes de défense que ceux qui ont été développés par leurs avocats. Mais surtout, je pense que leurs avocats ont su se placer sur un terrain qui n'était pas la rupture, c'est-à-dire de nier en aucune façon ce qui avait pu arriver ni son horreur, mais d'essayer de contextualiser et évidemment de se battre sur tous les éléments matériels pour dire ce qu'on reproche à mon client, en fait, il y a quelque chose là-dedans que vous n'avez pas. Typiquement, que ce soit Negar Haeri ou Xavier Nogueras, leur client est celui qui est venu chercher Salah Abdeslam en banlieue parisienne le soir du 13 et qui l'a ramené dans sa voiture. Et qui dit en fait, alors il a fait d'autres choses aussi, il a prêté des cartes bancaires, mais qui dit moi en fait finalement je ne savais pas quand je vais le chercher, je le comprends et quand je le comprends j'ai peur. Et donc c'est marrant, ils se sont répartis les rôles au moment de la plaidoirie sous deux axes. Xavier Nogueras lui explique ce qui se passe dans la carlingue de la voiture et dit en fait vous vous rendez pas compte, ils sont tous copains de Molenbeek, oui, mais le type à l'arrière vient de leur expliquer qu'il vient de participer au pire massacre depuis la Seconde Guerre mondiale en France. Ils ont juste peur. Et donc cette peur, elle est tétanisante, cette peur, elle empêche de faire quoi que ce soit, et elle l'empêche notamment de dénoncer Salah Abdeslam, même quand ils se font contrôler sur la route, ce qui arrive 2 fois. Et Negar Haeri, elle fait le complément, elle s'attaque au droit, elle explique le droit antiterroriste, et elle dit au juge, en fait, la manière dont les avocats généraux ont fait leur réquisitoire ne colle pas avec le droit. C'est un beau récit, on peut y croire, on peut ne pas y croire, mais en revanche, de ce que vous avez dit, si vous vous en tenez à la jurisprudence, à ce qui est fait, en fait, vous ne pouvez pas le condamner pour ci et pour ça, parce que la démonstration n'a pas été faite sur les canons du droit. Et donc c'est intéressant, cette oscillation constante d'un procès qui est entre, quelque part, la morale, ou du moins une certaine forme de vie en collectivité, et le droit. Et ça a été très intéressant de voir les deux, pour nous, les parties civiles. Oui, ce qui est intéressant, c'est que dans les précédents procès pour terroristes, un Basque est défendu par un terroriste basque est défendu de l'ETA, est défendu par des avocats qui soutiennent sa cause. Vergès, il partageait pas la cause de Barbie, mais il a voulu faire une défense de rupture en invitant des gens du tiers-monde, de la colonisation, mélanger, faire masse de problèmes politiques. Et là, c'est pas le cas. Là, on a comme tu disais, des gens qui sont des avocats qui sont de la même génération. Et il y en a une qui m'a dit, elle a dit en fait, on avait envie que ça réussisse, tous. Donc, on a fait un incident quand il le fallait, mais en même temps, parce que c'était, et dans ce sens-là, ce procès est véritablement une œuvre collective. Exactement. Et alors, on a une dernière aquarelle, et c'est Noël qui va nous faire la conclusion. Parce que celle-là, je sais qu'elle te tient particulièrement à cœur. Ah oui, ces deux femmes, je les aime. Je vais vous dire pourquoi je les aime. C'est que je les ai découvertes en 1992, dans mon premier travail sur le palais de justice. Donc, elles vivaient au palais, et j'ai passé quand même 3 ans à les regarder, et je ne savais même pas qui elles étaient. Qu'est-ce que je vois 30 ans plus tard? Les mêmes femmes, avec des vitres qui recouvraient l'entre-deux, et je vois ces deux femmes dont j'apprends que c'est la France et la fidélité. Le choc que j'ai eu, je me suis dit, mesdames, on se retrouve ensemble, et vous allez, comme moi, découvrir un procès de notre époque, et vous allez écouter ce que vous dit notre époque actuelle, alors que eux, elles étaient nées en 1826. Et on était toutes les trois, tout le temps ensemble. Et quand j'ouvrais la porte, je disais bonjour mesdames, écoutez bien ce qui va se passer. Il y avait une espèce d'osmose entre le 19e et l'actualité que j'ai adorée. Et c'est deux femmes fermes, presque si on peut dire, ce procès, tellement ça a été à la fois ce que nous avons été et ce que nous étions. Et ce que tu disais sur ce procès, c'était un procès de jeunes. C'est ça la différence avec Barbie. Barbie, c'était 30 ans avant, 30 ans plus tard. Là, c'était aujourd'hui. Et le fait que ces femmes aient pu assister comme moi à ce procès, ça m'a bouleversée. Et on ne se verra jamais sans s'embrasser de loin, elle en pierre et moi en chair. Voilà la conclusion. Rien de ce qui est vu ici ne serait imaginable sans la personne qui est derrière et qui est... Bravo!
sur la terre, qui travaille 10 heures par jour pour sa femme et qui, en plus, fait bien son travail. Donc bravo Jean-Claude.